Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous sommes le 12 août 2023. Nous sommes au village des connaissances sur un lieu expérimental et nous vivons quelques jours ensemble des rencontres avec des experts, avec aussi des inconnus qui sont en train d'expérimenter des modes de vie alternatifs. Et plus particulièrement, on va faire l'effort de donner à sa propre vision, visualisation, de ce que peut être un nouveau paradigme, tout simplement. Et on se rend compte que c'est quelque chose qui se construit doucement, qu'il faut du temps, que c'est quelque chose de très vaste. Évidemment, donc, on va parler de plein de choses. On a parlé de la nature, on a parlé tout à l'heure des habitats. Et maintenant, on va parler d'un problème, ou plutôt d'une solution particulière quand on est sur un lieu et qu'on a créé ensemble quelque chose de nouveau. Ça s'appelle la gouvernance. On parlait tout à l'heure, c'est bien d'être quelque part avec un cap, avec une orientation, mais il faut savoir aussi gouverner, savoir maintenir le gouvernail dans ce cap-là. Et évidemment, c'est des connaissances qui se font sur le terrain, souvent qu'on découvre. On parle souvent du putain de facteur humain. Mais heureusement, il y a des gens qui ont exploré ces tendances à l'humain à se chamailler et comment remettre tout ça en ordre. Et on appelle ça la gouvernance tout simplement. Et on invite aujourd'hui quelqu'un qui vient d'Ariège et qui est venu ici pour nous parler effectivement de la gouvernance organique. Et il s'agit d'Alexander Piekusz. Donc il va nous expliquer un petit peu tout ce qu'il a parcouru dans son expérience auprès pas simplement des écolieux, mais aussi de l'humain en général, des entreprises, la société. Okay. Bienvenue à toi. Merci. Avant de parler de gouvernance organique, ce qui est beaucoup mieux, c'est de pouvoir l'expérimenter. Et là maintenant, pour commencer ce moment-là, je vous propose immédiatement de rentrer dans la gouvernance organique. Et pour rentrer dans la gouvernance organique, vous voyez, on y est déjà. Ça rentre par un certain niveau d'attention et de présence à ce qui se passe. Maintenant, je vous propose de me donner la main en plus, si vous voulez bien. Ok. Et donc maintenant, quand on s'est donné les mains, c'est pas pour faire gentil, c'est pour tourner notre attention dans nos ressentis, de savoir ce qui se passe dans les mains, voilà, et détourner notre attention de nos pensées et d'arrêter de pédaler tout le temps et rentrer dans ce contexte-là, dans le ressenti. Savoir si c'est chaud, si c'est froid, si c'est agréable, désagréable. Qu'est-ce qui se passe du coup dans mes avant-bras, dans mon corps, dans la tête, dans le thorax, dans le ventre, dans les jambes, dans la totalité de mon corps. Et maintenant, quand on a pu voir le détail et voir le corps entier, nous pouvons nous poser la question, mais qu'est-ce qu'ils sont les autres? Il y a une énergie qui circule entre nous. Posez-vous juste la question, les autres, qu'est-ce qu'ils sont maintenant? De la même manière que vous avez tenté de vous sentir vous-même, sentez les autres. Et là maintenant, le moment essentiel. Maintenant, moment essentiel, c'est passer à la parole sans déconnecter notre attention de ce qu'on ressent. Autrement dit, de pouvoir lier la dimension masculine de notre conscience avec notre ressenti du féminin et rester dedans. Puisque c'est présence au ressenti qui fait la présence en fait.
Et en fait, là, toute la gouvernance organique est là. Ça veut dire que gouvernance organique, c'est un système qui nous permet de rentrer dans les zones alpha de notre cerveau, ça veut dire la connexion à soi, présence à notre ressenti permanent, tout en s'occupant de choses qui sollicitent notre mental, notre conscience. Effectivement, on a le choix à solliciter notre mental ou solliciter notre conscience. La différence est subtile. Faut-il encore savoir la distinguer en soi? Que la différence entre travail de mon mental et travail de ma conscience. Ça demande un gros travail de prise de conscience sur soi. Effectivement, à défaut d'être connecté à la conscience, on peut déjà, dans cet état-là, utiliser notre mental, et c'est déjà super bien. En fait, cet état nous permet d'avoir l'accès et l'ouverture de notre cerveau droit. Cerveau droit qui, lui, est un lieu de passage des inspirations et d'intuition. De la sorte à pouvoir être connecté entre nous comme ça, à recevoir, par les simples questions posées, la solution à la problématique qui est traitée dans le groupe. Et du coup, effectivement, dans une réunion, manifester la solution à la problématique d'une réunion, par exemple, que nous avons, mais de manière un peu plus large, une fois qu'on s'habitue, et c'est ça le travail dans la formation qu'on fait, de pouvoir s'habituer à fonctionner dans cet état, et c'est pas du tout acquis, c'est un travail long, hein, parce qu'on a vite fait de basculer, hein, on bascule tout le temps. En pouvant rester dans cet état, faire que le problème de la gouvernance disparaît. Ça veut dire tout se fait tout seul. Et c'est un véritable miracle. On peut dire que c'est une gouvernance sans gouvernance. Et c'est pour ça qu'elle est organique. Mais évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Ces états de connexion à soi qu'on expérimente à yoga le matin magnifiquement, voilà. Toutes les beans consistent à pouvoir le mettre en place et le maintenir malgré toutes les situations comme celle-ci qui peuvent venir, qui peuvent nous perturber. Voilà. Et donc ça, c'est quelque part, vous voyez, c'est rapide, c'est relativement facile, c'est plus ou moins accessible à tout le monde. Toutefois, pour pouvoir fonctionner ça dans une organisation, ça demande une gigantesque travail sur soi. Puisque dès que nous commençons à discuter, à aborder différents sujets, notre mental, dont le rôle est de défendre notre beefsteak et nous mettre en sécurité, c'est en fonction de survie, il s'active. Et plus il s'active, il nous déconnecte de cet état de ressenti. Et c'est foutu. Dès qu'il s'active, c'est foutu. Donc, comment faire pour que le mental ne s'active pas? Ça veut dire qu'il ne s'active pas de la sorte à nous couper de cette connexion. C'est un gros travail. En fait, ce qui fait que nous nous déconnectons, c'est les importances et les mémoires émotionnelles que nous avons vécues. Et très exactement à l'envers. Nous avons vécu les choses impactantes dans notre vie, dans le sens positif, mais surtout dans le sens négatif.
face à ces traumas et ces blessures ou ces impacts, tout simplement, nous avons mis dans notre cerveau limbique émotionnel l'information d'interprétation de ça, tomber du cheval c'est dangereux, abusé par un homme, les hommes c'est du patriarcat, il faut faire gaffe, des trucs comme ça. Et à partir du moment, dès qu'il y a la situation similaire se présente, tac, notre cerveau nous alerte sur la chose et l'émotion vient. Et comme l'émotion vient, le rôle du cerveau est donner l'interprétation cohérente avec l'émotion que nous ressentons. Et ça, c'est le boucle qui se boucle. Vous voyez, dès qu'on a une émotion négative, le cerveau doit interpréter la réalité de la sorte à que cette interprétation, on s'en fout de la vérité, qu'elle soit correspondante à ce que je ressens. Du coup, si mon interprétation est celle qui génère encore plus de peur, d'émotion, de colère, ben je vais avoir encore plus. Et ça boucle. Clac, 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 clac. Ça tourne en boucle. Voilà. En fait, pour pouvoir arrêter ce système, facilitation organique est extrêmement vigilante à l'état d'activation. Ça veut dire que dès qu'on observe que quelqu'un est en train d'avoir un état d'activé, ça veut dire commence à parler de manière un peu active, il sort de cet état-là. Ça veut dire que dès qu'il est parti à gauche, il dit « As-tu une tension? Elle est où dans ton corps? Quelle est sa forme ?» Et après, on a une petite dizaine de méthodes de traiter de tension pour que dans l'espace d'une réunion, pendant 30 secondes jusqu'à 2 minutes maxi, cette activation puisse disparaître. Et non seulement qu'il puisse disparaître, que dans ce temps extrêmement court qu'on a à notre disposition, on peut même faire le traitement d'un traumatisme extrêmement profond en changeant l'histoire de vie de la personne. Ou traitant les mémoires qui sont mémoires de cette vie, mais c'est une mémoire de grossesse ou une mémoire karmique ou transgénérationnelle. Du coup, ce qui est l'enfer de tous les collectifs et des entreprises, qui sont les activations humaines qui finissent par rendre la vie impossible et sabotent tout le collectif, si on joue le jeu, chaque activation est l'occasion de prise de conscience de l'information que cette activation nous donne sur soit ma croyance, soit l'importance que je donne des choses, soit, et pas soit, et traumatisme qui l'a généré, et c'est une occasion de les libérer, de les nettoyer. Du coup, la vie collective, prise de cette manière, est une énorme karma washing machine. Une énorme machine de se nettoyer à l'intérieur, pourvu qu'on a les outils. Puisque enfin, ça fonctionne de telle manière qu'il y a la vie collective, au début tout va bien, on est tous heureux d'être ensemble. Dès la première enjeu ou tension, hop, activation monte, le jugement cohérent avec cette activation vient là, et ça commence à se cumuler. Chaque tension qui n'est pas exprimée se transforme inévitablement en jugement sur l'autre, qui amène à prise de distance ou la séparation à la fin. Du coup, le principe de base, la base de chez base de gouvernance organique est d'exprimer toutes les tensions. Exprimer toutes les tensions systématiquement. Et effectivement, ça peut poser des problèmes. Parce qu'on craint que exprimer les tensions va générer encore plus de tensions. Et que
jugement va mener le jugement. Évidemment, tout ça se produit tant qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas les outils de traitement de tension. Et en fait, dans une facilitation organique, première chose à distinguer, c'est qu'il y a 7 types de tensions. Alors qu'on a l'impression que c'est le CNV qui nous suggère ça, qu'il n'y a que les tensions interpersonnelles. Or, il y en a 7, mais déjà dans la tension interpersonnelle, de cette expérience de fonctionnement organique, à peu près 80% des tensions interpersonnelles sont les simples tensions personnelles, activation de nos névroses, de nos mémoires, qu'une fois chopées au flag, comme je viens de vous dire, par une tension, ça s'active, ça se libère, on dit, ah, as-tu un problème? Il n'y a plus de problème. C'est dingue. Donc la première chose à savoir distinguer, c'est distinguer la tension personnelle de tension interpersonnelle. Sachant qu'il y en a encore 5 d'autres types. Et quels sont-ils? La tension qui est la mère de toutes les tensions, c'est la tension sur la raison d'être. Vous avez témoigné à maintes reprises que dans ton projet, vous étiez, je ne sais pas, 14, 8, machin, et il y en a qui sont intéressés finalement, bien que tout le monde au début disait que c'est un beau projet, et finalement il s'avère que c'est pas tant que ça, ou bien carrément l'autre chose. Enfin, la chose la plus importante pour qu'une organisation puisse fonctionner, c'est savoir sa raison d'être profonde. Et maintenant, qu'est-ce que c'est la raison d'être profonde? Et là, il y a beaucoup à dire. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle communément un rêve et ce que moi j'appelle la vocation profonde, une raison d'être profonde. Quelle est la différence? Eh bien, commençons par le rêve. Le rêve, c'est une sorte de patchwork de bonnes idées que nous avons concocté en apprenant ceci et cela, en fantasmant de ceci et de cela. Vous avez vu la vie collective, le titanie, voilà, la vie ensemble, l'amour, l'unité, tout ça, et voilà. Et on me dit, tiens, voilà, ça c'est la vision. Et déjà, si on a cette vision, après quête de vision, je ne sais pas quoi, c'est une sorte de production du mental. C'est pas comme ça que je conçoit la raison d'être individuelle. Je vais vous dire après pourquoi, si vous voulez. Parce que pour moi, la raison d'être, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. À savoir, c'est une réponse au moment le plus vibrant que vous avez vécu dans votre vie. Donc, si vous voulez savoir par où aller vers la vocation profonde et la vision qui en résulte, je vais vous dire après comment on construit la vision dans cette approche, mais il faut d'abord répondre à la question, allez, les 3 les plus beaux moments de votre vie, les plus impactants. Allez, allez-y. Quels sont les moments les plus forts de votre vie, les plus beaux? Pour moi, un moment comme ça qui a changé la vie, c'était quand, étant jeune étudiant en Pologne, je militais avec le régime communiste, je me suis trouvé dissident, 3 fois en prison, 3e fois j'avais 10 ans devant moi, voilà, ma vie était brisée, et puis je me suis mis à prier mon chapelet, voilà, et paf, expansion de conscience, éveil, paf, je trouvais la liberté en prison. Wow! Bonheur! Ah, bonheur que j'ai jamais vu de ma vie m'attendait sur moi en prison. Vous voyez, ça c'est le moment que je vous suggère type de moment que je vous suggère de trouver. Qui en a? Allez, 1, 2, 3. Allez-y. Oui. Oui, tu en as combien? Déjà 2 forts. Ok. Oui. Fred, Oui. t'en as Ouais, combien? ouais. Au moins 2 déjà. Ok. Ouais. 2. 2 aussi. Hein. Au moins 1.
C'est bien déjà. Moment d'éveil, oui. Ça peut être moment d'amour, moment merveilleux, le plus beau moment de votre vie en fait. Oui, Voilà. oui. Et en fait, réalisez maintenant quelle émotion vous avez vécue dans ce moment. La joie, Voilà, l'expansion, enfin le. Amour. voilà. La paix. Dites dans votre tête trois émotions. Pour moi, vous voyez, c'était la liberté, c'était la paix et l'élargissement de l'espace. Trois. Allez, à vous. Quand vous aurez trois, faites-moi un signe. Allez, vous arrivez petit à petit à savoir quelle émotion était dedans. Voilà, maintenant une autre question. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles étaient conditions réunies? Quelles conditions ont été réunies pour que ça se passe? Pour moi, j'ai arrêté de cogiter de mon avenir. Il était foutu, il n'y avait aucun. Je me suis concentré sur moi-même, j'ai lâché prise sur ma vie. J'ai plongé à l'intérieur de moi. Oui, j'en ai déjà trois. Trouvez-vous trois autres. Vous y êtes au moins un, deux? Moi, j'ai pas compris. Hein? J'ai pas compris. Il faut chercher. Vous avez les émotions. Quelles étaient les conditions externes qui ont fait que ça puisse arriver? Oui, oui. La disponibilité, par exemple. Voilà. Souvent, c'est lâcher prise, Oui, le lâcher prise. concentration, ou voilà. Un abandon. Ou la nature, un regard d'amour de quelqu'un, vous voyez, des trucs comme ça. Et le troisième élément, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que ce moment vous enseigne? Qu'est-ce que ce moment prouve? Incontestablement, par exemple, le mien prouve qu'on peut être libre en prison. Et c'est incontestable. Il prouve que quelles que soient les conditions extérieures, vous pouvez être libre et heureux à l'intérieur. C'est indiscutable. D'autres aussi, moi j'ai pu le vivre, c'est que tout le monde veut. Ok? Allez, les trois vôtres. Fort. Vivre même quand on est mort. Ok? Allez, partageons une ou deux encore. C'était quoi pour toi, prise de conscience? Il y a quelque chose qui arrive tout de suite, c'est la naissance de ma fille. Ok, mais prise de conscience de Prise ce de moment. conscience, je m'oublie, je suis plus là, ça se passe tout seul. Et voilà. Ok, et qu'est-ce que Oubli c'est? de soi. Hein? Oubli de moi-même. Donc, si tu t'oublies, Je lâche. si tu lâches et tu t'oublies, se passe quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment? Plénitude. Voilà, si tu t'oublies, tu arrives à la plénitude. Voilà la prise de C'est conscience. ça. Voilà. Une autre. Moi, le silence dans ma tête. Pardon? Le silence dans ma tête. Ça, c'est l'état, Oui. mais pas la prise de conscience. Ce silence dans la tête t'enseigne que elle a fait venir une phrase. Qu'il est possible déjà d'avoir un silence dans la tête. Ah oui. Voilà. Ça change tout. Ah oui, et que ça change tout. Ok, que ce silence dans la tête change tout dans la perception de la vie. Oui. Et quelle est-elle ta perception dans la vie? Après, Oui. ben, c'était un miracle, c'est un super voyage. Et donc, qu'est-ce que tu penses de la vie désormais? Ben, ça vaut le coup de la vivre. Voilà. Tu vois? Voyez, on a... J'ai peur de ne pas donner la bonne réponse. Mais ce qui compte, regardez les amis, c'est l'état dans lequel ça nous plonge, Eh quand oui. nous sommes dedans. Et on y est, quoi. Et regardez ce qui se passe entre nous. On est dans le centre vibratoire de nous-mêmes. Et maintenant, si vous voulez trouver la mission de vie, c'est très simple. Réunir les conditions en question pour aider les autres à revivre ces émotions-là, ce silence, cette plénitude, cette je ne sais pas quoi, et prendre conscience que même en prison on peut être libre. Vous voyez? Voilà la mission de vie. Cette mission de vie, il peut y en avoir plusieurs. Mais cette mission de vie, le projet organique,
c'est d'en faire un job. Pourquoi? Parce qu'en faisant un job, la philosophie de la mission de vie, je fais court, hein. La philosophie de la mission de vie, c'est transmettre aux autres le plus beau de ce que j'ai reçu de ma vie. Et ça, c'est le plus beau. Hein? Vous vous demandez, c'est quoi le plus beau moment de votre vie? C'est ça. Donc, en transmettant aux autres ça, vous allez leur transmettre le plus précieux de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Je disais que la mission dans l'approche organique, c'est transmettre aux autres le plus beau de ce que tu as vécu dans la vie. Le moment le plus beau, le contenu de ce moment, de les transmettre aux autres. Et maintenant, réalisez que si votre job consiste à transmettre ça, pour transmettre ça, vous devez être en phase de ce que vous êtes en train de transmettre. Ça veut dire que transmettre ça aux autres va vous mettre systématiquement, tout le temps, pendant 8 heures par jour, dans l'état vibratoire de ce moment. Ça veut dire que ça va vous mettre dans l'état vibratoire des meilleurs moments de la vie tout le temps. Donc, organisation organique est une organisation dans laquelle les gens faisant ce à quoi ils sont appelés profondément. Parce que c'est un appel profond. Ça veut dire que c'est marqué dans votre cellule ce que vous avez vécu comme référence du bonheur. Vous faites n'importe quoi d'autre. Vous finissez par vous emmerder. Parce que ça ne vibre pas à un niveau dans lequel vous connaissez savoir vibrer. Et tant que vous ne vibrez pas à ce niveau-là, ça peut être beau comme tout, on s'en fout à la longue. Et ça, si vous le faites, vous avez le jus tout le temps à l'intérieur. Et ça, en plus, devient un marchepied pour l'ouverture vers quelque chose d'encore plus fabuleux. Et du coup, après, on arrive à la fameuse vision commune. Déjà, pour avoir la vision commune, il faut avoir sa vision. Mais c'est quoi ma vision à partir des missions? Eh bien, la vision, c'est l'aboutissement, la réalisation de ma mission. À quoi mène la réalisation de ma mission? Aider les gens à retrouver leur liberté intérieure, indépendamment de conditions externes, et réaliser qu'ils peuvent être heureux partout. La mission résultant de l'expérience que je vous ai racontée. Mais alors le monde, une fois que ma mission est accomplie, c'est quoi le monde? Simple conséquence. Allez, à vous. C'est un monde de gens... Heureux. Joyeux. Hein? Joyeux, libre et heureux. Mais déjà libres, à l'intérieur de nous, conscients que leur liberté est à l'intérieur, ne dépend pas des autres. Indépendant, autonome. Vivant en permanence. Vous voyez, je fais une vision. I have a dream. Et ça, c'est pas une joyeuse création d'un rêve que vous dites, voilà, que ça serait cool si on vivait ça comme ça. Ça, c'est la conséquence inévitable des manifestations de votre vibration la plus belle que vous avez connue. Du coup, si c'est ça que vous réalisez, toute la vibration positive de votre être est avec vous. Et du coup, effectivement, ça peut donner des réalisations telles que, voilà, ma vision, c'est un monde des gens conscients d'eux-mêmes, réalisant pleinement ce pourquoi ils sont appelés, vivant complètement libérés de leurs croyances limitantes, dans un amour sur tout le plan. Et je vous fais court. Les missions spécifiques de chacun amènent à la vision qu'une fois qu'on te les décrit, et ça fait ce que je vous fais ici en 20 minutes, ça fait travail de 1 semaine de travail. Vous voyez, on voit
toutes les expériences, on met sur le papier tout, on croise les informations pour voir la vision complète du monde qui résulte de l'ensemble de moments du bonheur que j'ai vécu dans la vie. Et une fois qu'on vous décrivez ça, et vous lisez ça les uns avant les autres, vous voyez, ah, ça c'est elle, et lui, ça c'est mes potes avec qui je peux construire quelque chose. Et les autres, ah, lui avec elle, et lui avec lui. Voilà. Ça devient une évidence. Donc, au lieu de faire ce que tout le monde fait, ça veut dire faire, on fait un super projet écolo, machin truc, on va faire de la poésie, le truc de connaissances, et puis on se met ensemble, on dit, ouais, c'est pas tout à fait ça qui m'intéresse, et voilà, il y a des tensions, et les tensions nous montrent que c'est pas encore ça. Vous voyez, c'est un chemin de galère, d'apprendre sa vision par négatif. Tu vois, en apprenant sur l'expérience, c'est ce qu'on fait tous, dans toutes nos expériences, avec tous nos conjoints, vous voyez, voilà. C'est pas ça que je veux, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que je veux, mais j'élimine successivement ce que je ne veux pas. Ici, on va directement vers ce qui me fait vibrer. Bon, voilà. Une fois quand on sait ça, on peut tranquillement sélectionner les siens, et de réaliser que pour qu'une organisation fonctionne, il faut avoir une vision extrêmement claire. Et pour vous donner l'exemple des organisations qui ont pigé qu'est-ce que c'est une vocation et qu'est-ce que c'est une vision commune, les seules organisations qui durent depuis des siècles, mais c'est les communautés religieuses. Vous voyez comment ils abordent la vision et la vocation? Avant d'intégrer un collectif, vous venez visiteur pendant un mois, après postulat un an, noviciat pendant 3 ans, 5 ans, après on vous dit finalement c'est bon, on peut vous intégrer. Pourquoi? Parce qu'ils savent exactement quelle est leur vocation. Entre le carme tout simple, le carme de chaussée, entre les franciscains et les capucins, vous voyez, il y a cette différence de la conscience exacte de quelle manière j'ai envie de vivre et de quelle manière je veux fonctionner. Mais on est aux années-lumière du feu, on fait un collectif, on fait une annonce, on va faire l'habitat léger ensemble. Ok, c'est un bon début, mais c'est un enfer en perspective. Et c'est systématique. Et donc là, je suis en train de vous parler d'une de ces tensions, qui est la tension stratégique sur la divergence de la raison d'être. Sincèrement, je n'ai pas trouvé vraiment les programmes ou de formation qui enseignent sur un niveau suffisamment profond d'apprendre la raison d'être de la sorte que on dit tiens, ça c'est bon, vous avez la même raison d'être, allez-y, ça se passera bien. Parce que quand vous avez la même raison d'être, par hasard ou par synchronicité ou par intuition, ça arrive évidemment, hein, un couple qui se retrouve et qui vibre et qui est au top, et putain, avec cette conscience de la similitude de la raison d'être, rien ne pourra vous détruire, si vous avez des outils, hein, si vous avez des outils, évidemment, parce que si vous n'avez pas des outils, évidemment, ça risque de vous détruire. Mais la tension stratégique, si vous avez la raison d'être différente, mais c'est la mère de toutes les tensions. Ça veut dire que vous devez vous inventer tout ce que vous voulez pour ne pas être ensemble, parce que le but, c'est de ne pas être ensemble. Donc, vous pouvez vouloir faire ce que vous voulez pour continuer ensemble, ça ne va pas marcher. Et c'est bien que ça ne va pas marcher, parce que c'est ça qu'il faut. Seulement que le chemin de séparation de cette manière-là est évidemment très douloureuse. Et puis voilà. Donc, une fois qu'on a la raison d'être commune, il reste 6 autres tensions à distinguer. Donc, si on distingue les tensions stratégiques, et déjà on a distingué les tensions personnelles des tensions interpersonnelles, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les tensions du pouvoir.
du dominant-dominé. Parce que dans une contrée écolos, puis machin truc, tout le monde est égal. Sauf que les uns sont beaucoup plus égaux que les autres, parce qu'ils ont de leadership, vous voyez. Et il y a deux manières de dominer. Une manière dominée par la tyrannie, par l'imposition, ou par leadership. Or, vous pouvez remarquer que tant qu'on est dans la domination, on n'est plus dans l'ouverture de cerveau droit. Parce que quand on est dans le cerveau gauche, il y a les esprits brillants qui ont confiance en eux, qui ont des connaissances, qui ont roulé la bosse, qui ont pignon sur eux, qui de toute façon auront pignon sur eux et qui vont prendre la place des leaders. Et dans ce mode de fonctionnement, vous voyez, c'est très bien, c'est déjà très bien s'ils ne sont pas tyranniques, parce qu'après, ils peuvent vouloir imposer ce qu'ils savent, parfois à juste titre, aux autres, et ça va donner des jeux de pouvoir. Or, dans ce manière de fonctionnement organique, on passe sur un autre plan, parce qu'on passe sur le plan d'inspiration. C'est, dans le langage religieux, on s'ouvre à l'Esprit Saint, et c'est lui qui dirige. Vous voyez, c'est la situation dans laquelle n'importe qui peut avoir autant de jugeotes et de la solution que n'importe qui. Et vous voyez, dès que les leaders commencent à se manifester, ça veut dire qu'on a baissé le niveau vibratoire et nos ailes commencent à toucher les cimes des arbres, de la normalité. Ce qui n'est pas dramatique, parce que si les leaders sont déjà travaillés et qui sont intelligents et qui sont avertis, qui sont en conscience, ça va donner quelque chose qui peut fonctionner. Mais on perd le Graal de l'inspiration, de quelque chose qui est magique, qui est l'ivresse de Baudelaire, vous voyez, qui est la poésie pure dans le fonctionnement d'une entreprise, vous voyez. Parce que mélanger ça à l'idée de l'entreprise, vous allez voir, c'est une bombe. Donc on est déjà à trois: interpersonnel, personnel, pouvoir, attachement. Attachement, évidemment, c'est un autre type de problématique. Ouais, c'est que les parties de nous qui ne fonctionnent pas dans cette vibration mais d'une autre, ils ont la conscience de propriété, conscience de ce qui m'apporte. Donc évidemment, vous allez voir, ça c'est tout à fait ça se voit dans les relations d'amour entre les hommes et les femmes, mais ça se voit aussi dans les rapports entre, par exemple, un commercial et une entreprise. Vous voyez, dans lequel, quand il est bon, on aimerait le garder, ou bien dans un salarié qui, voilà, il se fait exploiter pendant 30 ans, mais quand tu le licencies, jamais de la vie, il va partir. Vous voyez, donc c'est ce genre de problématiques qui engendrent tout un tas de problèmes spécifiques à ça. Mais ça, on s'occupe au dernier moment, puisque avant d'arriver aux tensions de possession, il faut déjà savoir de travailler les autres tensions, puisque les tensions, en particulier le personnel, nos névroses, c'est vraiment omniprésent. Si vous savez traiter les tensions personnelles, pratiquement, vous n'avez plus de problème. Parce qu'après les trois autres tensions, deux autres tensions qui restent, c'est les tensions de mauvaise organisation, tout simplement de notre organisation. On appelle ça structurelle. Et une autre type de tension, c'est des tensions opérationnelles. Ça veut dire que tout est bien structuré, on est dans la même raison d'être, l'amour coule, personne ne domine, tout le monde est dans le détachement, mais la machine est tombée en panne, ou je dormis trop tard, bon, voilà, je ne tiens pas mon engagement. Voilà. Voilà le 7. Et après, on peut réaliser que dans l'approche organique, qui va
qu'est-ce qu'il va nous dire que ça, c'est organique, vous voyez? En fait, que ce mode de fonctionnement correspond au fonctionnement, que le fonctionnement de l'organisation correspond au fonctionnement de l'être humain. Et que l'être humain, vous voyez, ceux qui sont en haut, c'est comme ceux qui sont en bas, et nous, on est un peu au milieu. Vous voyez, l'être humain ici, l'organisation, c'est un peu plus haut. Il faut, donc, pour valider le concept de l'organisation, il faut retrouver la similitude entre ce qu'on a à l'intérieur et ce qu'on a dans l'organisation. Et du coup, vous pouvez voir que nos 7 types de tensions ne sont rien d'autre que correspondance à nos 7 chakras. Que vous avez la tension interpersonnelle ici, personnelle ici, que le pouvoir c'est l'énergie, l'argent, domination, attachement c'est le cœur, contrat ce qu'on a dit et on ne tient pas c'est ici, réflexion sur l'organisation c'est ici et la vocation c'est là-haut, la raison d'être. Du coup, quand vous voyez que ça colle, ah, il se peut qu'on est dans le juste, vous voyez, dans quelque chose qui est la nature même de ce qu'on doit manifester ici, de ce qui doit se manifester ici. C'est ça qui est quelque part validation de ce fonctionnement. Voilà. Et après, avec la conscience de ces tensions, on n'embête pas les autres. Tu vois, quand j'ai un problème personnel et puis on ne juge pas l'organisation de merde alors qu'on a le problème avec la domination de quelqu'un, des patrons, on s'occupe et on a les outils pour ça. C'est un énorme dossier de gouvernance organique de pouvoir accueillir et traiter les tensions. Parce que la tension, en fait, vous voyez, apporte 2 choses qui sont extrêmement précieuses. L'information sur ce qui dysfonctionne à l'intérieur de moi ou bien dans l'organisation, et l'énergie pour le traiter, parce que ça nous fait mal. Et tant que ça nous fait mal, on a la motivation pour le faire. C'est pour ça qu'il faut le faire sur le champ. Tant que ça nous gêne, que ça nous dérange, eh bien on a le jus pour profiter. Du coup, il faut le faire aussitôt. Et donc ça, c'est un énorme dossier qui est le dossier de traitement des tensions. Mais il n'y a pas que des tensions. Il y a 2 éléments qui font fonctionner la gouvernance organique. Merci beaucoup. Première, c'est sa raison d'être. Raison d'être étant la raison d'être commune, c'est ce qui nous fait vibrer tous et qui nous met dans le plus haute disposition que nous avons connue dans la vie. Et tension, c'est tout ce qui est ajusté et développé dans notre organisation. Voilà les deux piliers de développement d'une organisation. Après, dans le travail individuel, vous allez distinguer que concrètement, toutes ces tensions personnelles et tous ces personnages de conscience, ils vont se manifester par les sous-personnalités. Il y a un énorme travail sur les sous-personnalités. Et on distingue les personnages égotiques déconnectés basés sur nos blessures, qui sont nos protecteurs, qui sont nos exilés, vous voyez, des enfants blessés que le protecteur protège en nous faisant agir d'une certaine manière et tout ça. Dans une formation même, on voit ça tout de suite, ça ressort dans le fonctionnement et on a cette intelligence dans laquelle on peut identifier, pointer et accueillir tous ces personnages, voir quelle est sa fonction positive, de l'accueillir avec amour et du coup arriver à traiter les blessures du personnage blessé de la sorte qu'une fois guéri, ce personnage perd sa fonction, il n'a plus sa raison d'être, il passe à la retraite. Et en même temps, dans ces situations avec notre mission de vie, nous identifions notre identité profonde, notre identité de danse avec le loup. Vous vous rappelez le film? Mon identité, c'est qui? Moi, je suis la liberté en prison. Je suis la liberté inconditionnelle.
Vous voyez? C'est ce que je suis. Qui je suis? Je suis liberté inconditionnelle. C'est moi. Et chaque expérience va me donner cet aspect de moi. Et du coup, une fois distingué et mis à la retraite le collectif blessé, il va rester le collectif. Il va rester le collectif de personnalités de nos missions. Cela. Seulement que ce collectif et la mission de vie, c'est comme le coucou qui monte le planeur à un certain niveau de vibratoire. Vous voyez, notre mission, tout ce qu'on vient de voir, aider les autres à retrouver la liberté inconditionnelle, c'est juste ça ne sert que pour nous mettre dans un état vibratoire. Et vous voyez, quand vous êtes dans le planeur, à un certain moment, il faut se décrocher pour pouvoir voler de ses propres ailes. Donc, il faut abandonner notre mission pour pouvoir être qui nous sommes, un être divin qui vole de l'inspiration, qui, elle, est déstabilisée. Et que si l'activation nous met par terre, ben, on commence à missionner. On se connecte, on manifeste qui on est. Je suis liberté en prison. C'est un ancrage qui nous met dans l'état vibratoire. Mais une fois quand on a lâché le coucou de nos identités, disons, les plus belles, qui on est. Et ça, c'est le Graal de la gouvernance organique, puisqu'enfin, on arrive à ce stade à prendre conscience que notre être est constitué de polarités masculines et féminines. Et qu'il y en a quatre couples qui nous habitent, correspondant à 4 cerveaux que nous avons. Reptilien, paléolimbique, néolimbique et cortex. Là, c'est du bûcheron avec la louve, qui court avec le loup, vous voyez. Là, c'est Mal Alpha et la séductrice. Là, c'est le Ken et Barbie. Et là, c'est le couple spirituel. Et du coup, effectivement, vous voyez déjà, rien que par le ton de ce que je dis, que ces 2 étages intermédiaires, c'est les productions de notre mental qui visent à la survie. Survie qui fait de nous de mal alpha, et puis celle qui fait la belle, qui fait le beau. Vous voyez, tout ça, c'est du mental. C'est des constructions mentales. Pour arriver à l'être, il faut pouvoir distinguer ces 2 niveaux intermédiaires et de voir 4 polarités. Et enfin, ce qui est peut-être le plus paradoxal, c'est que pour moi, c'est le mariage du ciel et de la terre, du spirituel avec les sauvages, qui donne l'état sacré, masculin, féminin, sacré. Mais ça veut dire, c'est un truc qui est grave. Pourquoi? Parce que sans découvrir votre gorille à l'intérieur et votre louve, vous ne pouvez pas accéder au sacré. Si vous êtes gentil spirituel, restez-y. Vous n'allez pas trouver la l'ivresse de l'union avec l'unité de l'ensemble de l'univers. Donc, et c'est en particulier pour les femmes, pour laisser sortir la louve, la sauvage, ce qui est quelque part la plus belle créature du monde, une fois qu'on elle sauve, mais il faut avoir du gorille de garde-corps pour qu'elle soit suffisamment en sécurité à l'intérieur de elle, faible femme physiquement, qu'elle puisse retrouver cette puissance de défense en soi, mais qui fera que la louve sera suffisamment rassurée pour sortir du bois. Sinon, il y a des femmes qui n'ont jamais vu sa femme sauvage de toute leur vie. Il y a juste d'autres aspects qui se manifestent. Et ça, c'est quelque part l'aspect le plus précieux. Pourquoi? Pourquoi c'est le plus précieux? Ça, c'est le Graal de la gouvernance organique.
Puisqu'une fois passé toutes ces étapes de libération des personnages égotiques, de connexion à la mission qui nous met dans la vibration, une fois qu'on s'est stabilisé dans le vol de notre planeur sur la connexion, eh ben, quand on sait se polariser, on retrouve l'usine à l'énergie libre à l'intérieur de nous et entre nous. Enfin, entre Chi, entre Yin et Yang, il y a du Chi. Et il y a deux manières de produire l'énergie de vie, l'énergie d'amour dans un collectif organique. C'est par l'attraction de polarités opposées et par la résonance de polarités similaires. Ça veut dire quand on retrouve son masculin céleste, qui est la conscience en fait, pure, voilà, Shiva. Quand on découvre le Shiva et il partage la vision brillante des réalités, c'est une jouissance incroyable. Et quand Rocky rencontre le Rocky, et puis c'est une fraternité absolument incroyable qui arrive. Et quand il y a l'expansion de conscience dans une énergie qui vous fait vous sentir un avec l'univers, vous voyez, il y a une communauté de vécu amour, j'appelle ça l'amour de résonance. Et ces deux amours, l'amour d'attraction et l'amour de résonance, produisent le chi, c'est une usine au bonheur. Et du coup, le collectif comme ça, non seulement il se gouverne par intuition, mais il est complet d'amour. Et du coup, dispose d'une certaine richesse. Du coup, après, dans la pratique du fonctionnement d'une entreprise, par exemple, parce qu'on est toujours dans cette vision-là, il y a cette vision dans laquelle on est connecté, on est ouvert avec le cerveau droit à l'inspiration et tout se fait tout seul. Ou bien, nos blessures nous font nous activer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et là-dedans, on a la méthode de consensus sans compromis. C'est une méthode que j'ai élaborée à partir des outils avec les outils de traitement de tension entre parties à l'intérieur de soi de la PNL. Je l'appliquais aux gens et ça fonctionne de cette manière-là. Ça donne à peu près la même logique que, comment il s'appelait, le Suisse qui nous a parlé tout à l'heure là? Fabien, quand il disait le consensus, c'est fait par la connaissance des besoins. Fabien, chez nous, on ne parle pas de besoins, parce que besoin, on n'est pas très copains avec le besoin parce que ça génère beaucoup de problèmes. On parle de critères. Connaître les critères des autres permet de créer les solutions consensuelles intégrant l'ensemble des critères. Et encore, il y a un grand travail, et je vais finir là-dessus pour ne pas vous assommer, de prise de conscience sur le niveau logique du fonctionnement du mental. Puisque quand on est dans le consensus, la dernière partie, c'est que ce que nous tenons, ce à quoi nous tenons, n'a d'importance que par le fait à quoi ça sert, ce que ça nous apporte. Et du coup, il est savoir à quoi je tiens et à quoi ça sert. Par exemple, il y a des critères qui semblent être absolus, comme liberté. Liberté, c'est un petit niveau logique. Puisqu'il suffit de poser la question, ça sert à quoi la liberté? En quoi c'est important? Ça vous apporte quoi? Et vous voyez, une fois qu'on a la réponse à cette question, et quand elle est complète, ça veut dire si vous avez ça, vous n'avez plus besoin de liberté. Mais ceci est encore très important, et ça sert à quelque chose. Et si vous avez la réponse à quoi ça sert, vous n'avez plus besoin même de cela. Et ainsi de suite. Et vous pouvez accéder à différents niveaux de vos sous-personnalités qui sont construits sur les différents niveaux de critères.
Et de savoir ça, c'est une chose absolument fondamentale. Parce que nous pouvons avoir les critères opposés sur un certain niveau. Et dès qu'on monte le niveau, on peut trouver les critères qui sont juste différents. Vous voyez? La sécurité et la liberté, solution, trouvons, intégrons sécurité et la liberté. Voilà. Au lieu de les opposer. Et ça, c'est le principe de l'outil qui s'appelle consensus sans compromis, qui est un outil, vous voyez, je suis en train de réfléchir, je suis rentré dans la réflexion du mental. Et donc, c'est une sorte de bouée de sauvetage qu'on utilise comme une procédure une fois quand l'unanimité connectée, ça veut dire cet état dans lequel nous étions depuis le début, de l'ouverture de cerveau droit à l'inspiration ne fonctionne plus parce qu'il y en a qui sont activés et qu'on a besoin de prendre la décision malgré ça. Et on n'a pas arrivé avec ces outils, ce qui arrive, de les remettre dans l'état d'ouverture de conscience. Donc ça, c'est l'outil principal de gouvernance organique, c'est l'unanimité connectée. Et le bouée de sauvetage de l'étage inférieur, c'est consensus sans compromis, une procédure qui diverge de toutes les méthodes de gouvernance partagée qui plafonne sur le consentement. Consentement, personne ne contre. Ici, avec ça, on peut trouver des solutions où tout le monde est d'accord. Et là, avec l'unanimité connectée, on a des solutions qui non seulement tout le monde est d'accord, mais c'est encore inspiré et... Ça ouvre ensuite. Ça ouvre. Et ça ouvre et c'est quelque chose de mystique en fait. Et voilà, donc là vous avez l'ensemble de ce que c'est la gouvernance organique en survol. On apprend ça, vous voyez, effectivement pour fonctionner comme ça, on ne va pas aller dans une réunion avec n'importe qui à la mairie pour fonctionner en organique. Malheureusement, ça demande une certaine initiation en fait, qui se fait en 3 semaines. Première semaine, éveil de l'être, prise de conscience de mon collectif intérieur, niveau logique, polarité. Il faut retrouver toutes ces polarités en soi, mais concrètement dans la vie. Il faut retrouver le Rocky, il faut retrouver la louve, il faut toucher, de savoir de quelle manière se manifestent mes polarités spirituelles. Et une fois, tout ça en pratique dans la première semaine. Deuxième semaine est destinée à nous apprendre notre mission de vie. Analyser tout ça, faire la vision, voir avec qui nous avons la vision commune. Et puis d'apprendre le marketing spirituel. Le gros mot, hein? Ça veut dire de quelle manière je peux créer mon entreprise qui va correspondre à ma mission. Je ne développe pas parce qu'on est déjà fatigué. Et la troisième semaine, c'est la création du nous. Donc là, c'est gestion de collectif intérieur. Là, c'est mission de vie. Et là, gouvernance de collectif extérieur, où on apprend unanimité connectée, consensus sans compromis, gestion des tensions du pouvoir, d'attachement, tous ces trucs-là. Et on voit comment l'incarner et structurer l'organisation, puisque l'organisation, elle se structure aussi de la manière différente que la structuration de l'organisation jusqu'à présent. Jusqu'à présent, les organisations fonctionnaient en fonction du pouvoir. Vous voyez, la pyramide, et même la structure du réseau écolo, Facebook, machin, il n'y a plus de pyramide, mais il y a des personnages, vous voyez, qui ressortent et qui ont plus de likes, plus d'écoute que les autres. Ici, on sort de la logique de domination et de supériorité et on rentre dans l'unité de géométrie sacrée. Ça donne la structure de grain de vie pour ceux qui connaissent la géométrie sacrée, dans laquelle c'est la conscience de la raison d'être qui détermine la structure de l'organisation. Et encore, dans la structure de l'organisation, on va voir ces différentes fonctions en fonction des chakras, mais je passe, ça c'est la troisième semaine, parce que là, c'est déjà, on apprend comment incarner tout ça concrètement dans une structure de l'organisation. J'ai passé 40 ans à
réunir ces éléments de puzzle, puisque enfin, après cette histoire de prison, je faisais l'école d'ingénieur au début, l'école de mine à Cracovie. J'avais cet événement en plein milieu. Ça m'a bouleversé complètement la vie. J'ai commencé à étudier la théologie. J'ai fait 3 ans de théologie. Après, j'ai retrouvé en France justement une communauté de rêve. À l'époque, c'était communauté religieuse. Je suis devenu moine pendant 6 ans. Du coup, je connais parfaitement le fonctionnement de communautés religieuses. Je suis sorti parce que là-dedans, j'ai découvert l'accompagnement psychospirituel. Je me suis formé à la PNL, en analyse transactionnelle, systémie, etc. Et je suis devenu psychothérapeute. Une petite dizaine d'années. Et pendant cette période-là, j'ai appris à traiter toutes ces tensions personnelles. Ouais. Et en même temps, j'ai reçu la réponse à mes questions sur la mission de vie et consensus, puisque enfin, ça vient du fait qu'en 1980, quand nous avons fait des grèves, vous voyez, contre le régime, là, c'est comme les Gilets jaunes, vous voyez, ils étaient tous super motivés pour se mettre d'accord, c'est l'enfer. J'ai posé une question fondamentale, comment trouver le consensus sans lâcher du lest, sans compromis. Il fallait 15 ans pour que la réponse me parvienne. Et pareil pour la mission de vie, parce que l'histoire de mission de vie m'a venu dans la situation dans laquelle j'étais face aux CRS communistes, en train de vouloir jeter le pavé sur les gars. À la scène, je ne vous raconte pas, c'est la soirée, il y a le brouillard devant un stade, ils sont avec les Kalachnikov. Et moi, je me prête et il me dit, mais putain, ce type-là, quand tu le balances, mais il va tirer, il va avoir raison, c'est la légitime défense, tu vas mourir, pourquoi tu vas mourir? Quelles sont les valeurs qui méritent que tu meurs pour ça? On a vu, il est prêt à mourir pour ces valeurs. Ouais. Et du coup, ça a entamé ma recherche. Je me dis, comment trouver sa raison d'être profonde pour laquelle je peux mourir? 15 ans ça m'a pris avant d'avoir cette procédure. Mais c'était déjà 15 ans dans la quarantaine. Vous voyez. Et une fois quand j'ai retrouvé ça, je suis passé de l'état psychothérapeute vers le coach de l'entreprise. Parce que quand j'ai eu cet outil de consensus sans compromis, vous réalisez que je non seulement pouvais traiter les problèmes de personnalité à l'intérieur, mais je pouvais traiter les conflits dans le groupe, mais je pouvais sans conflit traiter les négociations. Si c'est plusieurs personnes, j'avais un outil de conduite de réunion. Dans ces conduites de réunion, j'ai eu l'outil de création d'axes stratégiques de l'entreprise. Avec un seul outil de consensus sans compromis, j'avais un outil absolument parfait de gestion de ressources humaines et de gouvernance d'une entreprise. Donc, je roulais ma bosse dans le consulting, donc je me suis passé à ce stade-là. Après, je suis passé de théorie à la pratique et j'ai créé mes entreprises. Dans les entreprises, appliquant tout ça, j'ai travaillé avec des Bouygues, avec Vinci, avec des grands requins, voilà. Et là, c'était la pratique de consensus sans compromis, vraiment confronté à la réalité, ça marchait du feu de Dieu. Et après, il y avait le 2008 qui passait par là, grosse faillite, RSA, 2 bouquins écrits, et les connexions à moi qui fait rien. Qui fait rien. Parce que celui-là qui était l'entrepreneur, la jugeote cerveau gauche, abdiqué. Et je me suis enfin retrouvé dans ce qu'il y avait de vraiment très profond en moi. Après, il y a la formation en holacratie qui est passée par là. Et j'ai réalisé que ce qui manquait à la holacratie et donc toute la gouvernance partagée, c'était précisément la profondeur de la raison d'être. Holacratie ne traite que 3 tensions d'organisation, les stratégiques, structurelles et opérationnelles. Ne s'occupe pas du tout du personnel interpersonnel. Voilà. Et moi, j'avais des outils pour ça. Et en plus, j'avais l'outil du consensus. Voilà. Donc, ça donnait quelque chose de plus complet. Et après, avec ça, je suis allé à Aerium.
Et à Aerium, parce qu'ils avaient une difficulté à un certain moment avec la raison d'être, donc je les aidais à travailler sur la raison d'être. Et il s'est passé un truc, il faut que vous sachiez ça, parce que là, c'est un bijou là, de conscience. Je me rapproche. En fait, on a commencé avec cette procédure, vous voyez les expériences de vie que je vous ai présentées ici, travailler avec la mission de vie. Et là, effectivement, la mission commençait à tomber. Et ce qui commençait à se voir, c'est qu'il y avait le tronc du collectif qui avait à peu près la même raison d'être. Et du coup, il était ravi de découvrir qu'en faisant la même, il avait une autre qui était ici pour d'autres raisons. Vous voyez, il commençait à me détester cela, alors que cela, il était ravi. À la force ça m'a tellement plu ce qui se passait que je suis devenu membre d'Arium pendant 2 ans. Voilà. Et donc, mais le process, c'est confirmant que c'est ceux-là qui doivent être ensemble, toute la moitié est partie. La moitié est partie, on était au paradis entre les siens. Seulement que, avec moitié qui est partie, c'est moitié de loyer qui est parti, alors que mensualité de crédit était toujours là. Alors là, il fallait vite faire pour remplir pour remplir le collectif. Malheureusement, ils l'ont fait à l'ancien. Moi, je n'étais pas d'accord, je suis parti. Et l'information stratégique. Sans faire le travail sur la raison d'être profond, tous ceux qui sont venus avec ce annonce, venez, c'est génial, voyez, un peu à la verte, 3 ans après, tout le monde est parti. Ils l'ont recommencé. Allez, venez, venez, c'est super chez nous, c'est écolo, génial, tout le monde pourrait faire son rêve, machin truc. Allez, tout le monde est venu. 3 ans après, tout le monde est parti, il ne restait que le tronc. Maintenant, ils ont compris, et donc là, maintenant, ça commence à fonctionner. Ceux qui sont venus ne répondent plus. Bon, voilà l'histoire de gouvernance organique. Moi, sortant, je commençais à donner les formations et puis je les faisais dans un collectif, dans un écolieu que j'ai créé avec une copine, mais bon, ça s'arrêtait là et maintenant je passe à un autre stade, mais je vous expliquerai ça à un autre moment. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, on reste encore quelques pourcents de batterie. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ce que vous avez dit est extrêmement intéressant, inspirant. Mais justement, on se dit dans quelle occasion, alors vous avez parlé d'Aerium, comment mettre en place ce genre d'état d'esprit, de connexion. Ben, tu vois, là, ici, on est en train de projeter comment vivre un paradis. Pour moi, sans ça, c'est une douce illusion. Ça ne va pas marcher. Parce que les tensions stratégiques sur la raison d'être et tensions personnelles, forcément, si on vit ensemble, vont nous rattraper si on ne sait pas le traiter. Forcément. Mais, aujourd'hui, il y a, dans les formations que tu as données, est-ce qu'il y a un lieu qui fonctionne selon... Oui, mais ce lieu, ce écolieu dont je parle, il fonctionne comme ça. L'Aerium? Non. Le lieu où j'étais picotalent à Mirepoix, il fonctionne comme ça fonctionne super bien. Aerium, pendant un long moment, il fonctionnait comme ça. Après, ils ont rétrogradé un peu pour devenir un peu plus grand, pour accueillir plus grand nombre. Ils sont passés en gouvernance, repassés sur la gouvernance partagée. Donc, ils sont toujours au courant de la gouvernance organique, mais ils ne mettent pas le barre aussi haut pour que ça fonctionne. Bon, je vous expliquerai ça. Après, il y a quelques tentatives. Et là, maintenant, je suis en train de développer un groupe qui s'appelle Organic World, qui fonctionne comme ça. Pour l'instant, il y a 20 personnes. Et aujourd'hui, en France, il n'y a pas de lieu, à part ton lieu que tu as créé avec ton ami. Voilà. Il n'y en a pas qui fonctionne aujourd'hui. Non. Ok. Donc, au niveau de l'expérience, vous avez combien de temps de recul, vous, dans ton lieu? Pardon, on a Combien tu as d'années de recul sur ton lieu que tu as créé avec ton ami? 7. Ça fait 7 ans que vous 7 ans. fonctionnez en organisme. Ok. 7 ans, c'est un bon chiffre.
C'est un chiffre. Bah, j'ai une question, évidemment. On s'est posé la question justement à la création d'équipes, lors de création d'équipes, et notamment sur la raison d'être profonde, hein, pas le rêve, je veux faire des trucs avec la terre, tout ça. Quelle est la raison d'être profonde et même aller en plus loin, presque la mission d'âme quelque part, hein, c'est quelque chose qui, avec Magali, qui nous tient à cœur, parce que c'est quelque chose qui tient quelque chose on est au service du plus grand. Hein. Souvent, j'essaie de mettre ça en place, et au service du plus grand, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on s'aperçoit que ça ne marche pas chez tout le monde. La raison d'être, des fois, il n'y a pas de résonance. Quand quelqu'un arrive dans le tumulte d'une vie, je dirais, classique, entre guillemets, du système actuel, arriver dans ce tumulte-là, se poser et dire quelle est ta raison d'être, c'est de sortir du truc déjà et de me retrouver à respirer quelque part et je verrai ça plus tard. Ah, donc il n'y a pas ces clarifications, elle n'est pas toujours présente. Et ça demande, je pense, certaines étapes initiatiques, peut-être en lien avec la nature, plusieurs saisons de calme ou de paix intérieure, mais ce n'est pas toujours présent. Pour certains, il n'y en a presque pas. Et même le rêve, comme tu dis, le rêve, c'est pas quelque chose qui part de soi, c'est des copier-coller de ce qu'on a vu à l'extérieur, des fois, dans des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Il y a des étapes, je pense, où un peu de latence, où tant que la raison d'être pour certains n'est pas activée, c'est difficile de vraiment de faire avec ça. Donc ils doivent à un moment donné peut-être soit faire confiance à ceux qui peuvent s'accorder sur les raisons d'être, et puis je souffre pendant ce temps-là, je me reconstitue, je revis autrement, hein, je vais reprendre le fil de moi. Et à ce moment-là, il peut y avoir effectivement quelque chose de dire, ok, on fait confiance aux êtres initiateurs qui sont là en équipe, etc. Alors, je dis ça, hein, c'est une hypothèse, ce qu'on a vécu, et à un moment donné, nous-mêmes, en étant initiateurs du projet, et en étant en lien avec quelque chose qui nous paraît profond et sacré, ça peut paraître, pour certains, si on n'est pas connecté, ça peut paraître exagéré de dire je suis là pour agir avec le plus grand. Ça peut être même pour certains pris pour des égo spirituels, des choses comme ça. C'est pas facile. Je pense qu'il y a plein d'étapes avant qu'un humain puisse sortir. Voilà, comme tu as dit, toi tu es parti, tu as eu aussi plein de choses, plein d'étapes pour aller en prison, pour retrouver sa raison d'être. Il faut effectivement des chocs de rupture d'une vie entre guillemets domestique, pour avoir un choc fort, puissant, pour pouvoir sortir de ces rôles que nous donne une société. C'est une excellente question, et pour ça, je vais vous peut-être donner... C'est la divergence de la vision, mais aussi la différence des niveaux de conscience dont tu parles. Et du coup, t'as beau d'avoir même la même vision, si quelqu'un n'est pas mûr, tu vas perdre une énergie dingue. Et là, il y a un graphique entre niveau de conscience et la vibration. Ouais. Et ça se présente comme ça. Et tu as là-dedans 4 étapes. Première étape, l'étape de conflit. C'est l'étape dans laquelle on a très peu de conscience, on est l'employé, on est asservi à quelqu'un de plus puissant, ben c'est la guerre permanente. Donc ça, c'est un état de victime. Là, on prend un peu plus de conscience comment le monde fonctionne, et on rentre dans la zone de tension, conflit, tension. Ici, victime. Ici, prostituée. Pas forcément sexuelle, vous avez compris. Ici, la zone du sabotage, la zone de entrepreneur-saboteur. Donc ça, c'est une zone dans laquelle on a le patchwork de bonnes idées, de différents niveaux. On crée son start-up, son
son collectif, et puis c'est toujours la galère. Voilà. Jusqu'à un certain stade où il y a la porte étroite. Porte étroite, c'est l'endroit où le personnage créé par le mental abdique. C'est le moment où moi j'ai fait la faillite et je me suis retrouvé. Et là, ça commence à être cool. Niveau vibratoire. Et une fois quand vous montez en conscience, vous arrivez aux états qu'on voit Amma dans le darshan, que pendant 24 heures, elle envoie, et c'est génial, etc. Seulement que pour revenir à ta question, si tu as trouvé ta mission de vie ou la mission d'âme, c'est la même chose. Elle te met dans une vibration pas possible. Mais regarde, tu fais un petit compromis pour intégrer les autres. Et tu passes de là à là. Et le problème, ici, c'est que c'est bien. Tu te sens bien. C'est pas comme ici que tu souffres. Le pire ennemi du succès, c'est du succès. Petit succès. Ici, il faut être vraiment très très vigilant. Il faut être vraiment très très vigilant. Parce que dans cette zone, le moindre compromis, ça fait une perte vibratoire phénoménale. Et donc, autant que c'est gentil et intégratif de vouloir attendre les autres, autant ça, tu vas perdre. C'est du vécu. Donc, de trouver les siens, ceux qui sont suffisamment mûrs, qui ont la même raison d'être, c'est la chose la plus difficile qu'il y a. Mais une fois qu'on vous avez trouvé, Et comment tu fais pour trouver? Et vous travaillez la mission de vie. Oui, non, mais oui. Il a Toi-même. oui, mais... Non, vous travaillez votre mission de vie. Et comme il n'y a pas de bon vent que pour le bateau qui sait vers quel port il va, vous allez attirer. Parce que tant que vous ne manifestez pas pour vous-même dans votre conscience ce que vous Vibrer, ouais. vous voulez, vous ne pouvez pas attirer à vous les gens qui sont le même trempe que vous, de même niveau. Et là, regardez, on s'attirait quand même. C'est une sacrée brochette qui est là quand même. N'est-ce pas? Hein? Et on pourrait aussi envisager que la partie du saboteur où il n'a pas été résolu, même si on a notre mission de vie, tu vois. Absolument. Bon, après, tu vois... Non, ce que je veux dire, c'est que la question est posée de trouver les autres, mais tu peux aussi avoir les autres qui viennent à toi. Et je ne parle pas de ce cas-là, hein, je dis... Que toi-même, tu as des problèmes à Et régler. toi-même, tu te sabotes, bien que tu aies les bonnes personnes. Ça, j'ai vu des gens faire comme ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a la gouvernance de son collectif intérieur comme gouvernance de collectif extérieur qu'on fait dans la formation. Et tu dois malheureusement traiter ces personnages de la même manière que Fred traite le personnage qu'il invoque. C'est-à-dire s'en occuper, les éduquer, les attendre, tu vois, de les soigner, parce que s'ils sont comme ça, soit ils ne sont pas éveillés tout simplement, donc là il a une procédure d'éveil, soit qu'ils sont attachés à certaines croyances limitantes qui, elles, résultent de traumatismes qu'ils ont vécus. Tu vois? Du coup, quand tu constates le fait que d'un côté, tu vibres à fond, et de l'autre côté, tu as une sous-personnalité dans un autre contexte qui rame, eh ben, tu t'occupes de cette personnalité. Tu vois quelle est sa fonction positive, il voit quelles sont ses croyances, et tu déverrouilles. Tu déverrouilles la souffrance qui, dans